Bonsoir tout le monde, un plaisir d'être avec vous. Je suis très très content de vous présenter aujourd'hui encore votre émission. Et je dis à nous, on commence en français. Oui, l'émission se fera en français aujourd'hui car notre invité a un petit problème de créole et son créole n'est pas trop bon. C'est pour ça qu'on fera l'émission aujourd'hui en français. Mais j'espère que vous allez bien l'aimer car on va parler aussi d'un thème très spécial. Comme toujours, mes émissions sont très spéciales. Eh bien, aujourd'hui, on a une invitée spéciale et je peux m'enorgueillir, c'est ma sœur. On va parler de comment un étudiant peut étudier je veux dire, au Canada. Comment un étudiant haïtien peut étudier au Canada, mais spécifiquement à l'UQAM, qui est l'Université du Québec à Montréal. Alors, je suis très flatté de recevoir ma sœur à l'émission aujourd'hui. Elle s'appelle Ghislaine et c'est elle qui aura la possibilité de pouvoir se présenter. Mais avant tout, je vous demanderai de bien vouloir partager l'émission, partager au maximum, comme toujours, pour que plus de gens puissent avoir la possibilité de suivre l'émission et avoir accès aux informations que nous aurons à divulguer. Bonsoir, Ghislaine. Je suis très content de t'avoir à l'émission. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je suis très, très bien. Alors, on fera l'émission en français, comme je l'ai déjà dit tantôt, pour une raison, car tu as presque 20 ans au Canada, alors Oui. ton créole s'est fait disparaître. C'est sûr que j'ai pas le choix de me débrouiller avec maman et tout le monde, mais si tu veux avoir des informations qui font du sens et que je vais pas chercher mes mots, c'est mieux en français. Ok, eh bien, présente-toi pour l'auditoire, pour les téléspectateurs, pour les Facebookers qui nous regardent et maintenant. Tu es Ghislaine, alors présente-toi, tu es ma sœur, mais Oui. présente-toi. Je te connais un peu, mais tu te connais plus que moi, bien sûr. Oh oui, ben, je m'appelle Ghislaine. Mhm. Je suis éducatrice à l'enfance et j'étudie aussi pour être enseignante. Dans mes temps libres, j'aime ça cuisiner, j'adore ça, c'est ma passion. Euh, à peu près tout. Je, je suis comme tout le monde, je vais à l'église, je fais des promenades. Tout ça dans une seule petite présentation. Alors, tu as dit que tu es à l'université du Québec à Montréal. Alors, tu l'as déjà dit, mais j'aurais voulu que tu répètes qu'est-ce que tu étudies, qu'est-ce que tu fais à l'UQAM comme étudiante. Donc, le programme s'appelle Enseignant en formation professionnelle et technique. Mhm. Ce programme-là, il y a beaucoup de personnes qui y vont dedans parce que c'est privilégié, parce que c'est pas comme si tu vas à l'école puis que tu apprends une seule chose. C'est pas ça. Mhm. Eux, ils t'enseignent comment enseigner déjà ce que tu connais déjà. Donc, moi, je suis éducatrice. Mhm. Alors, ils vont m'outiller pour m'enseigner, pour que je puisse enseigner comment être éducatrice. Donc, ils vont pas avoir un cours sur comment être éducatrice parce que je sais déjà comment être éducatrice et Mhm. je travaille dedans à temps plein, mais ils vont m'outiller pour pouvoir l'enseigner et trouver les solutions pour pouvoir faire comprendre la matière à mes étudiants. Ok, bon, merci de t'être mis disponible pour nous. Alors, on est en plein coronavirus, une Oui, pandémie qui tue déjà presque 300 000 personnes. alors, C'est grave. Et qu'on a presque 4 millions de gens touchés officiellement du coronavirus. Comment tu vis cette période de ta vie, une période spéciale que je peux dire que la génération vit actuellement? Comment tu vis cette période difficile? moi, je trouve ça vraiment difficile parce que je suis une personne qui aime ça sortir, je suis une personne qui aime ça aller magasiner, puis malheureusement, en ce moment, tout est fermé. Puis Mhm. je suis aussi une personne qui aime ça aller à l'église. Puis Mhm. en ce moment, tout est en pause. Puis moi, je suis éducatrice, comme j'ai dit, alors nous, on est obligé d'aller au front à tous les jours. Puis
c'est sûr qu'on a diminué nos heures, on travaille un peu moins, mais on est toujours à risque. À chaque fois qu'on va aller travailler, nous, on travaille avec les enfants, que les parents sont avec justement les personnes à besoin. Il y a, il y a, il y Coronavirus. a, il y a des petites coupures dans la communication. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des petites coupures. Je ne sais pas si on peut arranger ça. Mais tu expliquais ce que tu faisais pendant le coronavirus. Tu ne pouvais pas rester à la maison tout le temps. Tu devais quand même aller travailler. Tu peux reprendre pour nous car il y a des petites coupures. Je crois que la Oui, communication n'est pas fluide. OK, il n'y a pas de problème. J'ai dit que nous, en tant qu'éducatrices, les horaires. Alors oui, nos horaires ont été diminués parce qu'il y a moins d'enfants dans les garderies, mais on doit toujours aller travailler quand même. On a 2 journées par semaine et parfois 3, tout dépendant les besoins. Puis donc, qu'est-ce que ça fait, c'est que nous, on a les enfants des parents qui doivent aller, les enseignants, pas les enseignants, les infirmiers, les personnes qui sont justement Qui essentielles doivent dans ce aller moment. travailler. Oui, les personnes qui sont essentielles, puis malheureusement, on a aussi des infirmiers qui sont en contact avec les personnes qui ont le coronavirus. Alors, je peux te dire, nous, on en a déjà eu dans notre garderie déjà des personnes qui ont eu le coronavirus parce que on est à risque et on est à côté de, ma garderie est située à côté d'un hôpital. Alors, la plupart des personnes qui amènent leurs enfants travaillent dans cet hôpital-là. Alors, on a eu un enfant qui a eu le coronavirus, on a eu un parent qui a eu le coronavirus, et on n'a pas le choix de continuer à travailler parce que ces parents-là, ils ont besoin de laisser leurs enfants quelque part pour aller travailler, pour aider ceux qui en ont besoin aussi. Donc, on est toujours à risque, puis on n'a pas le choix de continuer à travailler parce que ça fait partie de notre travail, on est essentiel. Donc, c'est vraiment difficile de se dire qu'on va travailler, puis peut-être qu'on va rentrer à la maison et qu'on va avoir cette bactérie-là. Donc, c'est sûr que personne n'est à l'abri, mais nous, on est vraiment au front. On peut dire ça comme ça parce qu'on a le contact avec les enfants et on a le contact avec le parent qu'on doit donner l'enfant. Alors, c'est ça. On fait attention, on a beaucoup de précautions, mais c'est jamais sans risque. Ok, bon, je comprends. Malheureusement. Et revue l'étudiant, il y a plein de gens qui vivent ce moment de confinement avec, qui trouvent ce moment d'ennuyant, ok, avec beaucoup d'ennui. Et revue l'étudiant peut s'enorgueillir de présenter cette émission. C'est quand même une chose spéciale on a choisi le temps, on a le temps et on a proposé cette émission. Mais et, je t'ai vu aussi faire des choses spéciales pendant ce moment de confinement. Tu t'es convertie en restauratrice et tu as cuisiné et il paraît que les gens ont aimé tes plats. Et d'où venait l'idée de te changer en cuisinière? Et... Ben, pour tout te dire, ça fait longtemps que je fais ça, mais je ne l'ai jamais vraiment publié sur les réseaux sociaux parce que dans mon église, on a une jeunesse, donc c'est moi qui m'occupais la plupart du temps quand il y avait des petites activités, des débats et tout ça, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était nourriture, tout ce qui était les bouchées, tout ça, c'était toujours moi qui m'occupais de ça depuis quelques années, au moins 2, 3 ans. Donc, c'est quelque chose que je suis habituée déjà de faire. Comme je t'ai dit, ça fait partie de mes passions. Quand j'ai rien à faire, moi, je cuisine. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc, ça fait partie déjà de ce que je faisais d'habitude, mais je prenais pas le temps de le publier sur les réseaux sociaux. Puis dernièrement, moi et ma cousine Shelly, on s'en parlait et tout ça. Puis là, on a juste comme ça, on a décidé qu'on allait commencer à offrir nos services. Et comme on a vu, ça a vraiment eu beaucoup de succès. Donc, on a dit que, OK, on va essayer d'établir, on va dire, un genre de business et tout. C'est sûr que rien n'est encore cloué sur le béton. C'est pas comme ça cloué dans le béton. Mais c'est quelque chose qu'on veut, même après le coronavirus, qu'on veut essayer de développer. Puis moi et elle, on aimerait peut-être aller prendre des cours pour se perfectionner parce que la cuisine, on l'a déjà dans le sang, on sait déjà comment le faire, mais c'est encore mieux quand tu as un papier qui montre que tu es réellement compétente. Parce que, exemple, moi, j'ai déjà pris des cours pour, comment on appelle ça, pas sanitaire, mais tout ce qui est désinfection et tout ça pour faire attention à la nourriture, pour pas mettre
dans les bonnes places et tout ça, je l'ai déjà pris ce cours-là. Mais j'aimerais ça prendre un cours de cuisine pour encore plus avoir de trucs, pour avoir peut-être des nouvelles recettes, des choses nécessairement que je fais pas à la maison. Donc, c'est ça. Mais je me suis dit, vu que je faisais rien à la maison les jours que je ne travaillais pas, ça occupe bien mon temps et ça me fait penser à autre chose et ça me donne un peu de sous de côté. Alors, pourquoi pas? Puis, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de personnes qui adorent notre cuisine. Donc, je me suis dit, je me suis lancée, puis j'essaie de faire de la publicité, puis tu pourras bien faire de la publicité pour moi aussi, ça me fait plaisir. C'est une publicité gratuite qu'on t'offre là à l'émission. Oui, mais c'est ça. Donc, je vais sûrement faire bientôt une page avec une belle description de tout ce que je fais et tout. Puis, je suis toujours disponible aussi pour, exemple, les fêtes et tout ça, parce que justement, je suis habituée de le faire pour l'église. Alors, je faisais déjà des gros repas. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment le fait qu'on a du temps. Je me dis, tant qu'à avoir du temps, on va utiliser le temps pour faire des choses qu'on aime, soit qu'on aime déjà ou développer des nouvelles passions, parce que c'est le moment de pas essayer, de pas rester là et de se morfondre dans la situation parce qu'on peut rien faire. Ça, c'est la nature qui décide quand tout ça va s'arrêter. Et juste se rester à la maison et ne rien faire puis commencer à se dire qu'on s'ennuie, ça va pas régler la situation. On est en contrôle. Donc, alors, tant qu'à avoir du temps, j'utilise mon temps pour faire des choses que j'aime. Puis, je conseille ça à tout le monde parce que comme ça, le temps paraît moins long. Puis les journées, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de ta journée. Puis je trouve que c'est important là d'avoir quelque chose pour se retenir et de regarder la situation autrement, de trouver que c'est une opportunité de s'améliorer. OK, good. Bon, on va entrer normalement dans le terme du jour qui est Il n'y a pas de problème. pour équipe pour étudier à l'UQAM. Si on voulait, alors si je veux aller au Canada pour étudier à l'UQAM, qui est l'Université du Québec à Montréal, qu'est-ce que j'aurais besoin? OK. Si tu es déjà au Canada, c'est pas très compliqué. Comme j'ai dit, il y a 2 styles de programme dans mon programme. Donc, je répète, c'est enseignement en formation technique et professionnelle. Donc, il y a 2 branches, il y a 2 concentrations. Donc, il y a la technique et la professionnelle. Moi, je suis dans technique parce que j'ai fait un DEC en éducation à l'enfance, mais il y a des personnes qui sont avec moi, qui font les mêmes travaux que moi, mais que eux, ils sont en professionnel. Donc, ils ont fait un DEP. Les DEP, exemple, moi, je suis éducatrice à l'enfance, mais il y a quelqu'un qui est coiffeur, qui a enseigné pour faire la coiffure, une personne qui a enseigné qui a pris des cours pour faire justement pour enseigner pour être cuisinier. C'est un DEP, c'est environ, je pense que c'est 18 mois, tandis qu'un DEC, c'est un peu plus long. Puis un DEC, c'est dans le collège, et un DEP, des fois, c'est dans les écoles adultes ou peut-être dans une école professionnelle pour faire les DEP. Donc, il y a énormément de DEP. Exemple, il y a secrétaire, il y a beaucoup. Donc, ça peut être cuisinier, c'est tout ce que les personnes, ils ont été à l'école pour enseigner, pour étudier, et là, ils peuvent l'enseigner. Donc, moi, c'était éducation à l'enfance, mais ça aurait pu être coiffeuse, ça aurait pu être justement cuisinier. Donc, c'est tout ce que les personnes, ils ont appris et qu'ils ont de l'expérience. Parce que quand tu rentres dans ce programme-là, si c'est un DEP, il faut que tu as 3000 heures que tu as fait ton métier, les heures que tu as accumulées. Et si c'est pour, si toi, tu sors d'un DEC, qui veut dire au collège, mais tu n'as pas besoin t'as besoin d'environ comme 200 heures, mais tu peux le faire en même temps d'être à l'école, à l'université. C'est une sorte de spécialisation. Oui. OK. Oui, parce que la personne, elle a appris déjà son métier. Mais là, elle peut l'enseigner. Pour l'enseigner, il faut aller à l'école. OK, je comprends. Il faut faire mon programme qui s'appelle enseignant en professionnel et technique. Et professionnel. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, si, exemple, que la personne a fait un DEC comme moi, il faut avoir 21 ans et avoir 200 heures en tout. OK, DEC, c'est un sigle. Quelle est la définition de DEC? DEC, diplôme d'études collégiales. OK. Diplôme d'études collégiales ou DEP, c'est diplôme d'études professionnelles. OK.
c'est dans deux endroits différents. Les DEC, c'est dans les collèges, qui veut dire les cégeps. Puis les DEP, ça peut être soit dans une école adulte, ça peut être des fois même dans les écoles secondaires qui ont des spécialisations. Et ça peut être tout simplement dans une école pour ça. Exemple, il y a des écoles de menuisiers. Des écoles que c'est juste des menuisiers qui sont là-dedans. C'est quand même un DEP. Oui, quand même un DEP. Donc, après, ils peuvent se spécialiser pour l'enseigner après d'avoir fait 3000 heures dans Ouais. Puis, je crois aussi que tu voulais savoir si c'est une personne qui sort dans un autre pays. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais il faut toujours avoir la base qui est d'avoir un métier qu'ils ont eu des quelques heures qu'ils ont travaillé dedans et avoir les preuves qu'ils ont travaillé dans ce métier-là. Parce que, exemple, il peut avoir une éducatrice comme moi, mais qui était en Haïti. Il faut qu'elle ait la preuve qu'elle a réellement son diplôme et qu'elle a fait des heures. Parce qu'on peut avoir une attestation d'heures où on travaille. Et elle peut aussi, et puis entre-temps, elle peut quand même, depuis qu'elle a 21 ans, elle peut quand même rentrer dans mon programme. Seulement, le temps qu'elle va finir le programme, il faut qu'elle ait la preuve. Je pense que c'est environ 1 an qu'on nous donne pour avoir la chance de faire 200 heures, mais c'est 200 heures, on fait ça en moins de 4 mois, là. Ça se fait super vite. Donc, après l'âge qui est de 21 ans, qu'est-ce que la personne a besoin pour étudier? Car il faut payer l'université, il faut, je ne sais pas, une preuve d'une capacité de paiement, je ne sais pas. Non, on n'a pas besoin d'avoir une preuve qu'on est capable. Parce que de toute façon, quand tu t'inscris à l'université, tu as un portail. Et le portail, automatiquement que tu es inscrit à l'université, ça te montre combien d'argent que tu dois payer. Et on a un certain nombre de temps. C'est toujours écrit les dates limites pour pouvoir s'enlever du cours sans payer, pour pouvoir s'enlever du cours en payant les cours et pour pouvoir s'enlever du cours avec ou sans mention d'échec. Parce qu'il y a un certain nombre de temps pour chaque chose. Donc, dans notre portail, c'est écrit déjà depuis le début combien d'argent par rapport au nombre de cours. Parce que ça ne fonctionne pas à un nombre d'argent tout court. Exemple, si on prend juste un cours. C'est un système de crédit. Puis, en quelque sorte, on peut dire ça. Mais tes informations sont toujours là. Alors, tu ne peux pas vraiment dire que tu ne dois pas payer tes affaires parce que tu ne peux pas continuer le cours. Si, exemple, que moi, je n'ai pas payé ma session d'hiver, je ne peux pas aller dans ma session d'automne tant que ma session n'est pas payée. Alors, c'est une obligation, ça fait partie des choses que tu dois payer. Puis, comme je t'ai dit, tu choisis le nombre de cours que tu veux. Tu peux aller à temps partiel, tout comme tu peux y aller à temps plein. Habituellement, à temps plein, c'est environ 4 à 5 cours, puis c'est très, très lourd si tu travailles en même temps. Donc, la plupart des personnes qui sont comme moi, on va prendre à temps partiel, on va prendre 2, maximum 3 cours pour pouvoir bien réussir nos choses. Puis, c'est ça. Donc, environ un cours, c'est environ $300. 300, peut-être avec les taxes et tout ça, peut-être ça va aller à environ $400. Mais, mais quand tu prends à partir de 400, c'est environ les mêmes prix. Donc, c'est 1300, 1400, tout dépendant c'est quoi le cours, mais ça se situe vraiment dans ces prix-là. Donc, quand je prends 4 cours, moi, je paye 1300 quelque chose, 1400 quelque chose. Combien de sessions qu'on a par année à l'université? On a toutes les sessions. On a session d'hiver, session d'automne et session d'été. Mais session d'été, il n'y a pas vraiment autant de cours que les sessions d'hiver. C'est-à-dire 3 sessions. Chaque session dure 4 mois. Environ, oui. Non, l'été, ça dure beaucoup moins longtemps. C'est condensé. Donc, quand tu prends un cours, ça dure environ 1 mois, même pas. Parce que c'est plus long les heures que tu es à l'école et tu l'as plusieurs fois par semaine. OK. Et la vie étudiantine, les livres, les copies, les conférences, on peut mettre un prix par session? Non. Parce que tout dépendant de ton programme et tout dépendant si tu décides d'acheter les livres. Parce qu'il y a des personnes qui n'achètent pas les livres qui réussissent très bien à l'école et il y a des personnes qui achètent tous les livres et qui, en fin de compte, ce n'était pas nécessaire parce que je peux t'expliquer, j'étais dans un autre programme avant, j'avais acheté tous les livres nécessaires, mais les professeurs n'utilisaient même pas les livres. Alors, vraiment, on peut dire c'est un choix que tu fais, mais c'est un risque aussi. Puis, les livres, les prix dépendent vraiment de chaque professeur parce qu'il y a des professeurs qui décident de faire les livres eux-mêmes. Donc, ils mettent des copies ensemble et tout. Ou
un livre qu'ils ont décidé de prendre à la librairie. Les prix, pas vraiment savoir. Mais les copies, par contre, je peux te dire, à UQAM, c'est 5 sous la feuille. Puis il y a possibilité, exemple, d'avoir un crédit. Donc, tu peux mettre un nombre d'argent. Exemple, tu décides de mettre 10 $ sur la carte de ton UQAM. Puis, tu fais imprimer à partir de la bibliothèque ou à partir d'un endroit que tu peux imprimer jusqu'à temps que c'est utilisé. Mais habituellement, c'est environ 5 sous la feuille quand c'est noir et blanc. Puis 15 sous quand c'est en couleur. Ok, je comprends. Prix des chambres confortables pour étudiants? Ça aussi, ça dépend parce que Ça dépend de la zone, ça dépend si ça c'est pour dépend de être tout. à l'université. Parce que, exemple, moi, je suis en appartement. Donc, et tu peux décider d'être avec ou sans coloc. Mais les personnes qui sont qui sont à l'école puis qui décident d'avoir une chambre, c'est pas les mêmes prix. Puis aussi, des fois, ils prennent de l'aide du gouvernement. Donc, ils payent soit presque rien, soit ils payent rien du tout. Puis il y en a qui ont des bourses. Donc, ça dépend vraiment de la situation de chaque personne. Je pourrais pas te mettre un prix dessus, mais il faut que la personne soit prête à débourser parce que les chambres, c'est presque le même prix que si tu serais en appartement. Donc, ça se situe entre 400 à 600, 700 $ par mois. Oui, c'est placé. Parce que UQAM, c'est au centre-ville. Donc, il ne faut pas oublier, au centre-ville, les appartements et les chambres sont plus chers. Donc, si la personne trouve une bonne place, elle peut trouver un bon prix. Mais rien ne garantit le prix exact. Est-ce qu'on peut mettre un prix pour une vie plus ou moins décente d'un étudiant par mois? C'est-à-dire, on prend en compte le prix de l'université, on prend en compte ce qu'il doit manger, on prend en compte sa chambre. Si on veut faire un total pour mettre un prix, plus ou moins, combien une personne aurait besoin pour vivre sa vie tranquillement en tant qu'étudiant chaque mois? 2000. 2000 $. Oui, 2000 $. 2000 $ canadiens. Oh oui. Et ça, faut oublier que la personne vit vraiment avec, pas le minimum, mais avec environ 2000 $, la personne devrait être correcte pour payer son appartement si elle est tout seule. Si elle n'est pas tout seule, un peu moins d'argent. Si elle est en colocation, exemple, même si l'appartement coûterait 800 $, la personne va payer 400 $. Donc 400 $, 400 $, ça fait 800. Elle va te payer à manger, on va dire environ 100 $ par semaine. 100 $ 4, ça fait 400. Donc, on va déjà à 1200. Elle doit se payer un minimum de vêtements et tout ça. Vraiment, ça dépend de chaque personne. Elle doit payer son électricité. Elle doit payer comment on appelle ça, son téléphone. Donc, tu sais, par exemple, qu'elle est en colocation, 2000, c'est bien. Si elle n'est pas en colocation 2000. Ok, bon, l'émission d'aujourd'hui ne sera pas trop longue. Ok. On a une émission spéciale. On a une invitée spéciale pour cette émission d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a possibilité pour que cette personne-là travaille sur ce qu'il va apprendre à l'UQAM après? Ah, bien sûr, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'embauches pour enseignants. Des fois, exemple, moi, justement, on nous engage avant même de finir l'école. La plupart des personnes, parce que en ce moment, on est en pénurie d'enseignants. Donc, il y a beaucoup de personnes, surtout les professionnels, qui des fois, ils sont même pas encore rentrés dans le programme à UQAM, qui sont déjà enseignants. Et là, c'est l'école qui leur dit, OK, on va même te payer l'école pour que tu puisses aller approfondir tes connaissances et que tu puisses être réellement un enseignant compétent. Donc, c'est vraiment très... Oui, c'est vrai qu'au cégep, c'est plus difficile de rentrer dans le fait que moi, je suis rentrée sur la base d'un DEC d'études collégiales. Donc, oui, moi, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, parce que je regarde souvent s'il y a des emplois au cégep, c'est plus difficile de rentrer. Mais pour les collèges privés,
Ils cherchent ils sont plus aptes à prendre les étudiants comme moi. Ils attendent pas nécessairement qu'on a fini notre programme. Tant qu'ils savent que on est déjà en train d'étudier, ils nous engagent. Et les DEP, beaucoup sont engagés avant même d'avoir leur diplôme pour enseigner, et même des fois avant même de rentrer dans le programme. Donc oui, on en cherche vraiment beaucoup d'enseignants. Mais on sait déjà c'est quoi les raisons pourquoi on en cherche beaucoup, mais on en cherche vraiment beaucoup. On peut dire qu'il y a un besoin pressant, on a manque. Oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants avant d'avoir 5 ans de travail, ils s'en vont à cause du burn-out, parce qu'on a beaucoup de travail et très peu de ressources, beaucoup de travail. Et c'est vraiment une vocation. Si tu penses que tu vas aller pour le salaire, tu vas, ou sinon pour les vacances d'été, parce qu'on a des vacances d'été, tu vas pas rester longtemps. Il y a beaucoup de statistiques qui disent qu'après 5 ans, la plupart des personnes qui sont essayées d'être enseignants, ils s'en vont parce que c'est très difficile. C'est quelque chose c'est un choix que tu décides de faire parce que on n'est pas super bien payé, on n'est pas les meilleurs payés, et en plus, on a beaucoup de travail pour le peu de temps qu'on a. Oui, c'est vrai, exemple, on peut enseigner 1 heure, 2 heures, peut-être même 3 heures, mais en bas de tout ça, on doit corriger. Le temps de correction est super long, tout dépendant le nombre d'élèves que tu as, et on a de plus en plus d'élèves dans chaque école, dans chaque classe. On est rendu à plus de 30 à 40 élèves dans chaque classe, et habituellement, pour pouvoir enseigner comme il faut et pour pouvoir avoir le temps de qualité avec nos élèves, on est censé en avoir un maximum 20-25. Alors, on a beaucoup plus d'ouvrages que ce qu'on est supposé avoir déjà à la base. Alors, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est une vocation. Tout comme éducatrice, c'est une vocation. Si tu vas là-dedans, tu sais que c'est pas pour l'argent que tu travailles. OK, on a une question dans le public. Oui, bien sûr. Et notre public est très intéressant et participatif avec nous. On a Dr Corville qui t'a demandé pourquoi tu fais le choix de cette carrière. OK. Au début, justement, j'étais éducatrice et on a plusieurs portes après ça. J'aurais pu décider de rester éducatrice puis de m'arrêter là, mais par contre, moi, je veux améliorer l'enseignement qu'on a en ce moment, parce que quand tu as fait la formation au cégep, on te montre une façon de voir les choses. Mais quand tu es sur le terrain, tu vois à quel point qu'il y a des manquements, tu vois à quel point que c'était pas la réalité. Même si tu as fait les stages, c'est pas comparable à quand tu travailles tous les jours. Donc, à partir de là, il y a environ 2 ans, un an et demi, 2 ans, j'ai décidé d'aller approfondir mes connaissances pour pouvoir l'enseigner. Et moi, ce que je veux amener, c'est que je veux amener la vérité. Je veux pouvoir dire, oui, c'est vrai, tu as fait le choix d'être éducatrice et tu peux améliorer les choses à ta manière, mais pense pas que tout ce que tu vois dans les livres et tout ça, que ça va être la réalité. Donc, moi, je veux... Sûr. Oui, mais justement, quand on te l'enseigne, c'est pas ça. Nous, on pense que c'est un conte de fées, qu'on va jouer avec les enfants et tout ça, mais il y a des garderies... C'est pas comme les films. Voilà. Mais parce qu'il y a des garderies que tu travailles, que tu as l'impression de même pas être éducatrice. Il y a des endroits que tu travailles, que tu as l'impression d'être plus une femme ménagère. Okay. Et comme je peux te le dire, parce que j'ai fait plusieurs garderies avant de trouver dans le CPE où je suis. Puis il y a une garderie, je faisais plus de ménage que d'être avec les enfants. Et pourtant, j'ai pas étudié pour être une ménagère. Donc, c'est plus des affaires comme ça. Alors, j'ai trouvé ça important de pouvoir me dire, OK, je peux changer les choses en tant que professeur et de leur dire, vous avez des droits. Vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de ne pas rester dans cet endroit-là si ça ne vous convient pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans le travail parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, il faut que je recommence au complet, parce que malheureusement, quand on est éducatrice, chaque endroit qu'on va travailler, chaque place qu'on va travailler, notre ancienneté recommence, ce qui veut dire qu'on peut pas avoir des vacances qu'on veut. On peut pas, tous les privilèges qu'on avait à l'endroit où on était, ça recommence à zéro. Les personnes qui viennent juste de rentrer, mais juste parce qu'ils sont entrés avant toi, t'as pas les mêmes privilèges, tu dois recommencer, tout est à recommencer. Alors, il y a des personnes qui restent juste pour pouvoir, exemple, avoir leurs vacances quand ils le veulent, parce qu'ils ont des privilèges, parce qu'ils sont là ils sont les plus anciens. Donc,
c'est pour ça qu'ils restent pas parce qu'ils aiment leur travail. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, j'adore les enfants, mais il faut qu'on aille il faut qu'on soit bien, nous aussi. C'est pas juste faire le travail parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est pour mieux outiller les élèves, les prochains que je vais pouvoir côtoyer et pour pouvoir les aider et les faire comprendre que on est très important. Regarde, en ce moment, on est dans une crise et c'est qui qu'on demande pour rester, qui est au front, c'est nous. C'est ça. Alors déjà là, notre salaire devrait déjà là augmenter parce que et puis ils pensent à augmenter le salaire des infirmiers, ils pensent à augmenter le salaire des préposés, tout ça. Et nous dans tout ça, et nous qui est autant à risque, justement, moi dans ma garderie, il y a eu des cas. Alors c'est pas juste. Si on est plusieurs éducatrices, plusieurs professeurs qui combattent le même combat, à un moment donné, ça va changer parce que, sincèrement, ça, c'est une super bonne exemple. Là, on est dans une crise naturelle qu'on peut rien faire et qui doit rester au travail, c'est nous. On fait partie des personnes qui sont essentielles. Alors, pourquoi on n'est pas vu à notre juste valeur? OK, une autre question de Corville. Et comment tu te vois dans les 5 prochaines années avec ta carrière? Bon. Premièrement, j'ai finir parce que, comme j'ai dit, Corville, je suis à temps partiel, donc je prends 1, 2, maximum 4 cours. Donc, le fait que je travaille en même temps, c'est plus long et c'est plus difficile. Alors, peut-être que je vais avoir un choix à faire, me dire que je vais travailler beaucoup moins pour finir l'école. Donc, si d'ici 5 ans, j'ai fini, je me vois déjà enseigner à temps plein parce que en ce moment, je peux déjà enseigner, mais c'est un choix que j'ai fait de ne pas le faire. Je fais juste superviser des stages. Je n'enseigne pas parce que je ne veux pas en ce moment. Mais j'espère finir et commencer à enseigner et pouvoir choisir des cours que je peux faire un changement dans notre carrière. Je me vois, oui. Et il y a une autre question, je pense que tu ne pourras pas répondre à cette question. Comment peut-on obtenir une bourse pour étudier au Canada? C'est plus difficile, c'est pas si facile comme ça et c'est une chose que le gouvernement a à voir. Oui, c'est le gouvernement qui choisit. C'est vraiment le gouvernement qui choisit. Parce que tu peux avoir des bonnes notes et tu n'as pas de bourse nécessairement. Qu'est-ce que je peux te dire, Casso? Qu'est-ce que je peux te dire? Que tu dois faire tes recherches. Donc, moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moyen que tu peux laisser des messages sur la vidéo? C'est possible? Oui, c'est possible. Peut-être dans une autre émission, on pourra... Ou je peux te l'envoyer. Donc, le seul moyen qu'on peut faire, c'est de faire des recherches par rapport à ton cas à toi, parce que tous les cas sont différents. Donc, si, exemple, que tu peux essayer de voir si la note que tu as besoin pour pouvoir avoir la bourse, si tu peux réussir à l'avoir pour commencer. Donc, essaie d'avoir les notes qu'il faut pour pouvoir avoir ta bourse. Et après, tu peux faire une demande, parce que les demandes sont toujours traitées, puis ça peut prendre peut-être, surtout en ce moment, un peu plus de temps. Et je peux y répondre à tout le monde. Donc, tu vas sur UQAM directement et tu fais peut-être enseignant. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de... Des fois, il y a les personnes, ils vont pas chercher au bon endroit, puis ils n'arrivent pas à trouver leur réponse. Mais je sais que c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut être étudiant à UQAM. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu dois avoir les notes et tu dois avoir les compétences nécessaires. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas de diplôme et t'as pas de... Ça va être plus difficile. C'est ça. Il faut avoir un diplôme, un minimum. Il y a une question de Peterson Sirius. Combien gagnent les éducateurs par mois? Tu commences en bas de l'échelle avec 7,50 environ par heure et tu augmentes avec l'ancienneté. Habituellement, ils changent notre salaire monte à chaque année. Puis habituellement, c'est en avril que notre salaire augmente. Donc, notre plafond, éducatrice, quand c'est dans les CPI, dans les garderies, notre plafond est à 25 et quelque chose, notre plafond. Je peux dire où on peut aller le plus haut. Mais par contre, si tu es éducateur ou éducatrice dans les écoles, parce que il y a aussi la possibilité d'être à l'école pour être éducateur. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais ça dépend de chaque personne, parce que c'est des heures coupées. Donc, tu travailles pas beaucoup de temps, mais tu es un peu plus payé.
Puis c'est coupé, c'est le matin, 2 heures, le midi pour le dîner et le soir pour après que l'école est finie. Donc, tu commences avec 19 $, je crois, quand c'est dans les écoles, et tu finis avec presque 29 $ de l'heure. Mais comme je t'ai dit, c'est des heures coupées. Alors, ça revient au même que si tu faisais un cadre de travail de 8 heures ou de 9 heures en tant qu'éducateur et éducatrice. Parce que le 2 $ qui est de plus que tu commences, ben, tu fais environ même pas 6 heures ou 5 heures quelque chose par jour. Donc, ça compense avec le 8 heures ou le 9 heures qu'une éducatrice fait dans les CPE. Ok, il paraît que nous n'avons pas plus de questions. On va bientôt terminer. On va bientôt mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir gratifié par ta présence. Merci de t'être mis disponible pour l'auditoire et pour pouvoir l'informer. Et que je te souhaite du courage dans ton travail. Merci. Et surtout, sois très, je peux dire, faire attention à toi, car tu travailles dans un milieu difficile. Et que tu l'as dit, tu travailles avec les personnes qui sont touchées de coronavirus, soit par leurs parents ou directement les enfants. C'est-à-dire que tu dois faire plus d'attention. Merci. Et si tu as un dernier mot, si tu as quelque chose à dire, tu as le moment de le dire. Oh, ça m'a fait plaisir de faire cette entrevue. Et s'il y a des personnes qui ont des questions, tu peux me rajouter dans tes affaires pour qu'ils puissent. Je suis là à répondre à toutes les questions. Et comme j'ai dit, ça dépend. Toutes les situations ne sont pas les mêmes. Ça dépend de chaque personne par rapport à leur bagage qu'ils ont déjà. Ils peuvent avoir des privilèges que d'autres n'ont pas. Donc, c'est vraiment une question de faire ses recherches, ses propres recherches par rapport à ses compétences et par rapport à leur études. Donc, c'est à peu près ça. UQAM est une belle école et on a beaucoup de privilèges. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'aller à UQAM. Okay. Mais je conseille à tout le monde aussi de se spécialiser pour aller plus loin. Donc, c'est ça. OK, merci et à bientôt. Ça fait plaisir, bye. OK, bye bye, merci. OK, bon, l'émission était spéciale. Je oublié par les créoles, tout le monde. Parce que je devais parler avec une personne qui ne parle que le français. Alors, moi, je remercie tout le monde qui était branché. Oh, oui, nous sommes dans le créole, moi, ça gagne. L'allez, le parler encore. Moi, je remercie nous tous qui étaient branchés. Moi, salue Bioji, qui était branché, Peterson Sirius, Dr. Corville, Colin, qui déjà fait tête li, et ça a une habitude pour toujours là avec nous. Et moi, et saluer nous, et que moi, remercier nous parce que nous te mettez nous disponibles. Je devais parler de comment un étudiant haïtien t'a qu'à étudier au Canada. Les prérequis, c'est ça qui était thème là. Les prérequis pour étudier au Canada et surtout à l'UQAM, dont notre invité t'a parlé nous, c'est l'allié et que c'est l'allié et que t'a parlé nous de qui ça nous besoin pour que nous t'a fait étude ça. Merci un peu à tout le monde qui est branché, qui t'est branché et qui continue à brancher. M'a demandé pour que nous partagions l'émission ça, partager pour que plus de monde gagne. Et demain, si Dieu veut, n'a gagné un thème encore qui pareil. On parlera de comment les prérequis pour étudier. C'est au Chili, c'est ça? On va dire en Chili ou bien à Chili, mais c'est plutôt au Chili. C'est prérequis pour étudier au Chili. Donc, on a nos pile et amis qui là, Chili, cap travail, mais nous avons des étudiants. Eh bien, nous allons chercher qu'on est qui ça on a besoin pour que les cas étudient Chili. Demain, si Dieu veut, avec on l'autre invité. Merci un peu là, nous tous qui t'es branché. On l'autre émission comme ça, c'est demain, si Dieu veut, dans même l'heure, 1h PM, pour nous parler des prérequis pour étudier au Chili. Merci un peu, que bon Dieu bénisse nous. Bonne fin de journée.